Elle m'a dit, oh là là, il y a ce jeune garçon, il est québécois, il a 25 ans, il est très grand, très blanc. J'ai dit, ah bon, bah, il faut m'en dire plus parce que... Vous avez bien passé des examens médicaux récemment? Ouais, c'est pour de la fatigue. Et on vous a prescrit des examens complémentaires pour une douleur persistante à la gorge, c'est bien ça? C'est pas un... Alors, je m'appelle Pauline Noquès, je suis réalisatrice. Je m'apprête à sortir mon premier long métrage qui s'appelle Nino. Et j'ai fait avant ça un court métrage, il y a 6-7 ans, qui s'appelait La vie de jeune fille. Et je suis venue au cinéma sur le tard, en fait, par l'écriture. J'étais dans le journalisme, moi, pendant 10 ans. Ouais, j'ai eu envie d'écrire et je savais pas trop quoi. Je pensais aller faire plutôt de la littérature et je trouvais ça hyper solitaire et hyper dur. Donc j'ai fait une petite formation de scénariste avec l'AFDAS, en fait, voilà, pour les intermittents pendant 2 mois. Et on devait écrire à l'époque un scénario de long métrage, enfin en traitement. Et donc je me disais c'était quand même très ambitieux, donc je vais essayer plutôt de faire un petit scénario de court métrage et de le tourner. Donc j'ai écrit en espérant tourner, enfin en tout cas j'avais une maison voilà, en Normandie chez mes beaux-parents, donc j'ai écrit avec ce que j'avais un peu sous la main. Et donc voilà, ça s'appelle La vie de jeune fille. 3. Oh, c'est trop beau. On est chez tes parents? Bah ouais. Tu m'as emmené chez tes parents. Bah ouais, quand je t'expliquerai, c'était un peu compliqué pour les filles. Et on est vraiment que 4 en fait. Ouais. C'est-à-dire que l'enterrement de vie de jeune fille, je trouve que c'est un événement qui est déjà mis en scène en fait dans la vraie vie. C'est-à-dire que ça n'arrive jamais, que les filles, qu'on soit un groupe de filles toutes habillées pareil, qui partent dans un même endroit sans vraiment parfois se connaître. Donc il y a, et puis avec une exigence de fête, une exigence de bonne humeur, une exigence de passage, voilà, un rite de passage. Donc je trouvais qu'il y avait déjà une mise en scène forte dans l'événement en tant que tel. Et je me disais, ah c'est intéressant si en fait cette mise en scène ne se passe pas en fait, ça prend pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand on mélange des filles ensemble, mais qu'on laisse un peu tomber aussi tous ces artifices-là. Donc effectivement j'en joue, il y a un cadre qui est posé, mais qui très vite voilà, se dégonfle en fait, parce que c'est mal organisé, parce qu'il ne va pas se passer ce qu'il devait se passer. Et je trouvais à l'époque, alors ça date un peu, mais je trouvais que c'était un bon cadre d'observation aussi des jeunes filles de mon âge. Moi, j'avais 30 ans quand je l'ai fait. C'était un événement effectivement assez récurrent. Et je me disais, 30 ans, c'est un âge où bah voilà, certaines ont des enfants, d'autres n'en ont pas. Certaines sont célibataires, d'autres ont privilégié beaucoup leur carrière. Je trouvais que c'était intéressant pour sonder ce que c'était d'être une jeune fille à cet âge-là, plus que l'événement en lui-même. Mais ça me permettait effectivement de les réunir dans un même lieu et de les observer. Je vais vomir. Je vais mourir. Mais non. Non, vomir. Mais tout va bien se passer. T'as une belle robe. Ça va être bien le mariage. Ouais, ça c'est pas sûr. Hein. Si Mathieu il répond pas au téléphone, à mon avis, il va pas se pointer au Attends, mariage. pardon, tu t'appelles comment déjà? Régis? Ouais, Régis. Tu vois bien qu'il est pas au top là. Donc il faut la laisser tranquille en fait. Ouais, je dis ça comme ça. Hein. Ouais, et ben tu gardes ça pour toi. Quand j'ai rencontré ma productrice, voilà, elle m'a proposé d'écrire un long métrage. Et elle m'a dit, est-ce que tu as des idées? Et puis je lui ai dit, ah ouais, j'en ai plein. Évidemment, on saute sur l'occasion quand une productrice nous demande de produire un long métrage. Et en fait, j'en avais pas du tout. Et à l'époque, j'étais vraiment très habitée par une histoire personnelle, puisque dans ma famille, un jeune homme était malade depuis déjà 2 ans. Un cancer très grave, très agressif. Donc je lui ai dit, écoute, je ne sais pas du tout ce que je peux faire, mais je peux écrire que là-dessus. Il n'y a que ça qui en tout cas, me travaille assez pour y consacrer beaucoup de temps. Et je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, à part que je voulais parler d'un jeune homme malade et je voulais que le film se finisse d'une manière assez lumineuse. J'avais envie de aussi me réconcilier un peu avec la maladie, d'essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose à en tirer, un peu comme ça. Est-ce que finalement, chez un autre jeune homme à qui ça arrive, est-ce que ça peut être une opportunité de grandir, de se rapprocher, de se connecter à soi-même donc j'y suis allée un peu comme un challenge d'écriture, mais aussi de recherche sur la vie, enfin sur l'existence, quoi, vraiment. Donc je suis partie de ce jeune homme malade, qui vient d'avoir un diagnostic de maladie, et en essayant de voir à l'écriture où est-ce que ça pouvait le mener. On est dans Nino juste après l'annonce du diagnostic et avant le début du traitement.
Sa vie n'a pas fondamentalement changé, en tout cas, on lui dit qu'il est malade, mais il n'a pas forcément de symptômes. Donc voilà, il y a des choses du quotidien et de la vie normale qui affleurent. Il y a encore des choses qui peuvent être drôles, il y a encore des choses qui peuvent être légères. Donc j'ai pas voulu choisir entre les deux. J'ai voulu laisser affleurer la drôlerie quand elle arrivait, tout en essayant quand même d'être la plus décente possible, enfin de pas faire de la blague là-dessus. Je voulais te demander un truc pour lundi. En fait, je dois aller. Attends, bouge. C'est la meuf de mon taf, là, elle arrive, faut pas qu'elle me voie. La productrice n'a jamais, en tout cas, elle a toujours cru au film. En revanche, bien sûr que on m'a dit maintes et maintes fois, le cancer, personne ne veut voir ça. Personne ne va voir ça au cinéma, ça ne marche jamais. On a bataillé, mais en fait, aussi pour dire, oui, mais moins on fera de films là-dessus, moins les gens iront aussi. Enfin, en tout cas, les gens garderont un fantasme de peur. C'est vrai que c'est très anxiogène. Et en même temps, on voit au fur et à mesure des projections qu'en fait, les gens sont demandeurs de voir des récits comme ça. Et aussi, il n'y a pas que des récits tragiques dans la maladie, en fait. Donc, et c'est vrai que ça m'interrogeait. Je me disais, c'est marrant l'occurrence du cancer dans la vie aujourd'hui et le peu de films qui en traitent, alors qu'il y a des films sur des sujets beaucoup plus durs. Ça, on peut y aller. Mais ça, le cancer, voilà. Donc, je pense que tout le monde partait un peu d'un a priori que c'était compliqué, et en fait on voit quand même le contraire. Après les projections, les gens viennent nous voir en nous disant que le film leur a fait du bien, parce que c'est aussi ça le but. Faut que je parle un truc. Je dois commencer quelque chose pour. Tu vas faire une transition? Non, c'est pas ça. Ce qui m'a intéressée avec Léo, c'est de me dire, ah, on peut montrer un personnage qui change en 1h30 en fait, de temps réel pour Cléo. Il peut se passer une sorte de mutation intérieure. Pour Cléo, c'est davantage, je crois, son rapport à son image, à sa beauté, à sa jeunesse, qu'elle voit un peu s'envoler avec ce diagnostic-là, en tout cas l'attente de ses résultats. Ça la transforme en très peu de temps. Donc ça m'a donné confiance en me disant, c'est possible de faire un personnage qui change sans que ce soit grossier, sans que ce soit volontairement trop romanesque, en si peu de temps. Et puis aussi de partir de ce constat très grave, puis de s'en éloigner pour aller toucher d'autres choses plus légères. Et puis aussi, il y a eu La guerre est déclarée, qui a été aussi pour moi une sorte de boussole, en me disant, voilà, c'est possible de faire un film qui touche les gens, qui soit vivant, qui soit accueillant aussi sur la maladie. J'ai changé, moi, tu trouves? Déjà, c'est un vécu personnel, c'est une ville dans laquelle je vis depuis 15 ans. Et puis moi, je la considère vraiment comme une amie, Paris, c'est-à-dire parfois elle m'agace au plus haut point et parfois je l'adore. Parfois, je trouve qu'on arrive à connecter avec elle, et puis parfois on se sent vraiment perdu. Et puis j'aimais bien cette idée aussi d'une ville qui s'adapte jamais à ce qu'on est en train de vivre. Et ça, on met un petit peu de temps à découvrir qu'il vit à Paris dans le film, et puis quand il sort de l'hôpital, il fait très beau, les gens déambulent comme ça dans la rue, et puis on s'aperçoit que c'est une vie parmi les autres, en fait. Donc oui, il lui arrive ça à lui, mais il est plongé dans une grande ville où les gens vivent, et le rythme de la vie des autres ne s'arrête pas. Donc ça, c'était un parti pris fort. Et puis même en tournage, Paris nous donne aussi un peu son tempo, c'est-à-dire que c'est une ville exigeante sur comment tourner, où tourner, la météo, les métros qui passent à tel moment et pas d'autres. Enfin, on ne peut pas tout contrôler dans Paris. Et ça, je trouvais ça amusant aussi de faire avec ça au tournage. Oh, t'es bouché, t'as compris là ce que je viens de te dire. J'ai demandé gentiment de sortir. Il est sérieux là? Il est sérieux ou il déconne? Non, je déconne. Ok. J'ai cru que... Ah, il a flippé. On a vraiment essayé de suivre en fait les sensations de Nino tout au long du film, et ses sensations de décalage à lui-même et décalage aux autres, et de distance aussi envers lui-même et envers les autres.
C'est-à-dire que parfois on est plus avec lui quand on le voit très très loin dans la ville, parce qu'on sent qu'en fait il se sent perdu. Parfois on est mieux avec lui quand on est très près. Donc ça a été des balanciers comme ça, selon chaque séquence. Faire en sorte qu'il y ait une progression, mais qu'il ne soit pas, on part de lui très très loin et puis on arrive à lui très très près. Il y avait tout l'arc un peu du film, c'est quand même quelqu'un qui retrouve de la connexion à soi-même et aux autres. De la sensation, c'est aussi un film sensoriel, donc on a beaucoup travaillé là-dessus, sur comment on passe d'un personnage un peu anesthésié à un personnage chez qui l'énergie circule. En même temps, il faut l'excuser, il est pas du genre passionné. Toi, t'es du genre passionné? Ouais. Théodore, dès le début, je lui disais, tu sais, je crois que t'as rien à faire. Et il me disait, ah bon, mais c'est vraiment un grand travailleur. Donc pendant des semaines de préparation, il était, ah, mais comment ça, rien? Je dis, mais rien, laisse-toi aller, mais tu n'as rien à fabriquer, tout est là. Et puis, il ne comprenait pas bien, et puis en fait, ce que je voulais dire par là, et puis quand il a commencé à rencontrer les autres acteurs en répétition, à la fin des répétitions, il m'a dit, ah, t'as raison, j'ai vraiment rien à faire. Il faut juste que je me laisse porter par eux. Donc c'est vrai qu'il n'a pas du tout voulu prendre le lead, ou en tout cas, il a, je pense, été très impressionné aussi par la manière dont les autres acteurs jouaient, par leur personnalité, par leur singularité. Et donc il a vraiment réagi à ce que eux proposaient. Évidemment, il a fait énormément, mais il a abandonné quelque chose pour se laisser aller dans l'instant. Et les acteurs, c'est des rôles secondaires dans le film, qui en plus sont vraiment secondaires parce que certains passent et ne reviennent jamais. C'est-à-dire, comme ça se passe sur 3 jours, on les voit puis on ne les voit plus. Et c'est des grands acteurs qui viennent sur 2-3 scènes et qui sont vraiment eux aussi prodigieux, parce que c'est très dur d'arriver pour 5 jours de tournage, puis d'impulser comme ça toute l'âme d'un personnage, d'une relation, d'un passé entre 2 personnes. Passer beaucoup de temps avec eux. Et beaucoup de temps à les interroger sur eux, en fait, plus que sur leur rôle, sur le personnage, sur vraiment leur sensibilité, leur rapport à leurs amis, leur rapport à leur famille, leur rapport à leurs enfants. Pour Jeanne, voilà, elle m'a beaucoup parlé de ses enfants. Elle a des enfants, 2 fils qui ont quasiment l'âge du personnage. Et ça, quand j'étais même encore en écriture, ça a un peu infusé dans le film. Et finalement, je les ai assez bien connus pour aller chercher d'eux ce que moi je voyais de plus beau, ou en tout cas de plus touchant. Quand ils ont lu le scénario, chacun et chacune a dit « Ah, il est hyper touchant, Nino », plus que parler de leur personnage à eux. Et je pense que ça les a aussi portés dans... que ce soit Victoire Dubois au début qui fait le médecin, Camille Rutherford qui fait son ex-copine, Salomé de Vals qui fait cette nouvelle rencontre. Ils étaient vraiment touchés par le moment, voilà, qu'ils allaient vivre avec ce personnage-là. Donc ça leur revient en fait. Moi j'essaie de créer les conditions d'une harmonie et d'un accueil le plus grand possible entre voilà, l'équipe, les acteurs, les techniciens, et puis après, comme c'est des grands acteurs, ils jouent. Qu'est-ce que ça changerait? T'aimes bien avoir un enfant? J'aime bien, ouais. Attends, on arrête la fête, non? On va pas faire comme si tout allait bien, là, On fait déjà tout ça. La parenthèse était écrite comme ça, c'est-à-dire un moment un peu hors du temps. Ce que Paris permet aussi, parfois ces rencontres qui durent 2 minutes, et puis quelqu'un qu'on croise dans la rue, on ne sait pas si... il est fou, s'il est très sage, et nous dit une phrase comme ça qui peut-être va nous accompagner toute notre vie. Donc j'avais envie à ce moment-là du film de faire ça. Et puis je ne trouvais pas en fait qui pour jouer ça. Je disais oh là là, et puis j'arrêtais pas de dire à Yuna, ma directrice de casting, il faudrait vraiment un Mathieu Amalric, quelqu'un qu'on croise comme ça dans un petit troquet, puis on ne sait pas si il est acteur, ou si il n'a plus de maison, s'il est complètement fantasque, s'il est très intérieur. Et donc, un moment, comme on ne trouvait pas, on s'est dit peut-être on va lui demander à lui. Et voilà, et on lui a demandé, et il a lu que les 2 scènes dans lesquelles il est. Et en disant, mais j'ai pas besoin de dire plus, ça m'amuse, je viens. Et donc il a apporté tout ce qu'il est lui,
Voilà, c'est un grand enfant, Mathieu, qui adore, qui dit qu'il veut plus jouer, mais qui adore quand même jouer, et qui est arrivé avec son sac plein d'accessoires en disant peut-être qu'il pourrait avoir ces chaussures là, puis peut-être qu'il pourrait les brosser comme ça. Puis donc voilà, c'est une des rencontres merveilleuses et harmonieuses du film, aussi entre Théodore et Mathieu. Et toi, c'est Nino? Mais pas tout seul. Ouais. Si, tout seul. Nino, comment? Clavel. Tu fermes pas à clé, d'accord? Clavel, si, on était au collège ensemble. T'étais à Antony. Ouais. Ouais. Bah, Zoé Champenois, pardon, c'est mon nom. Ok. Le film, il s'est fini, on a fini de le fabriquer 10 jours avant qu'il aille à Cannes, donc j'ai l'impression d'être en apnée sur ce film depuis 1 an et j'ai besoin de vivre d'autres choses pour pouvoir les raconter. Mais oui, il y a d'autres envies évidemment, puis on évolue fort entre 35 ans et 40 ans, donc il y a plein de questions qui me traversent en tant que femme. J'ai fait un film sur un jeune homme, je pense que je ferai peut-être retournerai un film sur une femme pour le prochain. Dans tes yeux, il y a la mer et des vagues et du bruit. Tous les films de la guerre